Fabrice Casadebey, vous êtes conseiller spécial auprès du directeur général en charge de la stratégie nationale d'accélération des ICC au ministère de la Culture. Hein, on est d'accord, la grande maison, la rue de Valois. Vous avez entendu beaucoup de choses depuis que vous êtes arrivé. Vous nous avez également un petit peu regardé en ligne hier. Qu'est-ce que ça vous inspire et aujourd'hui, quelle est la stratégie pour le coup du ministère de la Culture en matière d'accélération des ICC, on l'a compris, mais en particulier de numérisation des patrimoines? D'abord, merci pour l'organisation de ces rencontres parce que je trouve que c'est vraiment très riche et l'idée de faire se rencontrer à la fois des professionnels et puis des acteurs des institutions culturelles, des professionnels de la technologie, je veux dire, et de solutions de mise en lien avec le public et des professionnels des institutions culturelles. Je trouve que c'est très fécond. En entendant la table ronde, en prolongeant un peu ce que disait Roy, ça me faisait penser à la citation de Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme par rapport aux expériences. L'expérimentation, il faut avancer. Et en entendant l'expérience immersive par les sons, je songeais au slogan de France Culture dans les années 80, pour ceux qui ont le monde entre les oreilles. Je trouvais qu'il y avait une forme de poésie à cette découverte. Le point commun à tout ce que j'ai entendu, je trouve, c'est d'abord l'attention au public, le public au centre, comment mieux répondre à ses attentes, quelle histoire lui raconte-t-on. Donc il y a une dimension de démocratisation culturelle, il y a une dimension d'accessibilité. Je pense qu'avec l'immersivité, on voyait la grotte Cosquer, on peut la rendre accessible inaccessible quasiment par définition, elle est inaccessible sauf aux plongeurs triple brevetés. Mais en fait, comme souvent, en fait, ce qui est fait dans certains cas, peut servir aussi à ceux qui sont empêchés plus largement d'accéder en haut d'une tour, ou que sais-je. Donc, en fait, ces solutions immersives sont aussi des solutions d'accessibilité, de démocratisation, d'ouverture vraiment au public. On a évoqué la dimension de l'éveil des sens, la dimension de l'émotion sensible. En gros, une visite patrimoniale, c'est pas simplement une démarche intellectuelle, c'est quelque chose qui émeut. La beauté doit émouvoir. Donc, et l'immersif fait rentrer dans l'émotion, pas seulement dans l'intellectuel. Donc je trouvais que c'était aussi très, très fort. Ça renforce aussi la capacité d'attention. On sait que c'est un peu la denrée rare, malheureusement, des temps actuels. C'est la bataille de l'attention, effectivement. L'immersivité la renforce beaucoup et également la fixation de la mémoire, je pense, sur ces sujets. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que c'était des métiers. S'adresser à des publics, c'est un métier. Trouver la bonne manière de construire les sons pour que ça fasse pro, c'est un métier. Construire la bonne manière de faire la virtualisation 3D, c'est aussi un métier. Et d'une certaine manière, il y a besoin que ces différents professionnels arrivent à travailler mieux ensemble. Ils ne se connaissent pas forcément. Parfois, d'ailleurs, on l'a vu avec certaines expériences, des sociétés ou des startups, d'autres horizons que la culture peuvent apporter des solutions techniques qui répondent aux besoins de la culture, à condition qu'elles échangent. D'où l'intérêt d'une démarche comme Eritech, je trouve, et qui est aussi qui s'insère dans la stratégie de l'État, faire travailler ensemble les différents professionnels au service d'une innovation culturelle porteuse d'ouverture au public. Tout ça pour essayer de faire une mini-synthèse et rattacher tout ça à la démarche de l'État, alors qui n'est pas simplement celle du ministère de la Culture. Bien sûr, le ministère de la Culture est en pointe sur ces questions. C'est une démarche interministérielle aussi, qui prend la forme donc d'une stratégie nationale d'accélération. Ça veut dire en gros comment booster l'innovation dans un secteur donné. Et donc le ministère de l'économie, le ministère du développement durable, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche participent aussi à cette approche qui est formalisée dans un service du Premier ministre qui s'appelle le secrétariat général pour l'investissement, qui accompagne ce qu'on appelle les programmes des investissements d'avenir. PIA. C'est les PIA, voilà. On est au numéro 4. On est au numéro 4, exactement. C'est une démarche qui avait été initiée au début avec un rapport conjoint d'Alain Juppé et de Michel Rocard. On était en 2009. Ah oui. Il y avait deux constats. On a besoin de s'arracher à la tyrannie du court terme. On a besoin de voir plus large et plus loin et donc d'encourager l'innovation. Donc dans le PIA 4, il y a en gros 20 milliards d'euros pour amener l'économie française à plus de progrès, 7,5 milliards qui sont faits de manière transversale pour accompagner la mise à niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche française au plan international, donc les universités, les laboratoires de recherche, les grandes écoles, et puis 12,5 milliards qui vont plus sur l'accélération de filières industrielles porteuse d'avenir. Donc ça peut être l'avion décarboné de 2050, la batterie qui permet de faire l'île Marseille sur les voitures, la 5G, la télémédecine.
des filières industrielles classiques et perçues comme industrielles, mais aussi les industries culturelles et créatives, c'est-à-dire l'ensemble du champ patrimonial, spectacle vivant, l'ensemble des champs de la culture, en fait, ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, afin d'accompagner leur transformation. Donc c'est une stratégie qui s'étale en 5 ans, qui se développe en 5 ans, de 2021 à 2025, avec 400 millions d'euros d'argent public qui seront investis dans cette stratégie. Elle a plusieurs volets. Elle a un volet qui concerne en fait la structuration financière du secteur. On sait que c'est beaucoup de petites entreprises, souvent de petite taille. Il y a 150 000 entreprises dans l'ensemble des ICC. 95% sont de très petite taille. Mais il y a aussi un fort enjeu d'emploi. C'est 640 000 emplois directs, 1,3 million de personnes qui sont en fait à un moment qui obtiennent un revenu total ou partiel de ces industries culturelles et créatives. Au plan global, c'est 92 milliards d'euros, c'est 7% de croissance par an au cours des dernières années. Donc, c'est quand même un secteur important qui représente 2,3% du produit intérieur brut. On ne sait peut-être pas que c'est autant que l'industrie automobile et que c'est 2 fois l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est quand même quelque chose de structurant dans l'économie française que l'on cherche à accompagner. Les 5 axes, donc je l'ai dit, la restructuration, premier axe, la structuration financière, l'accompagnement des financements. Le deuxième axe qui est très important, c'est en gros la mutation numérique. Comment tirer parti de la transition numérique, comment faire en sorte qu'elle nous permette de réinventer la relation avec les publics, d'accompagner les visites, de faire de l'immersif, d'utiliser les techniques de la réalité augmentée, virtuelle, tout ce qui a été développé au cours de ce salon. Alors pas seulement dans le patrimoine, puisque la stratégie est plus large, elle intègre aussi le spectacle vivant et tous les autres champs culturels, mais évidemment aussi et d'abord du patrimoine. Il y a ensuite un enjeu de projection à l'international, c'est un enjeu de rayonnement. La culture française est un objet de rayonnement depuis toujours. Oui. Les industries culturelles et créatives, notre conviction, c'est qu'elles peuvent aussi être un élément de rayonnement de notre pays à l'international et qu'on peut accompagner cette forme de présence mondiale de la France dans ces industries. Le quatrième axe, c'est les territoires. Comment cette innovation, comment cette transformation peut irriguer les territoires, être répartie harmonieusement sur le territoire. C'est un enjeu central. Je sais que ça parlera ici. Et le dernier enjeu, il a été évoqué dans la table ronde, c'est la question du développement durable, qu'on entend assez largement, c'est-à-dire à la fois les questions environnementales. En gros, l'empreinte carbone d'un festival, comment fait-on pour l'approvisionner en énergie durable, et aussi comment fait-on dans le spectacle vivant ou dans les expositions temporaires pour transformer une démarche qui est par définition temporaire en intégrant la logique de l'éco-conception, ça a été évoqué, de la recyclabilité dans ces questions. Donc 5 axes en gros de transformation des secteurs et une logique principalement de concours et d'appel à projets et appel à manifestation d'intérêt que l'on lance. Donc on a pour l'instant, sur les 400 millions, on a activé déjà 101 millions d'euros en gros de crédit. Un concours d'innovation qui concerne plutôt les startups numériques, qui est piloté par Bpifrance et l'ADEME, qui s'appelle le concours Innove. Donc on a lancé l'ouverture de ce concours au volet ICC. C'est un concours qui existe depuis quelques années, mais qui est ouvert plutôt au champ industriel jusqu'alors, aux autres champs de l'économie. On a ouvert une verticale pour les industries culturelles et créatives dans ce concours. La 8e vague finit bientôt, puisque le dépôt des dossiers, c'est le 5 octobre. Donc, c'était hier. Donc, elle est finie, mais il y a 2 vagues par an. Une au premier semestre, une au deuxième semestre. Donc, il y aura une vague 9 et une vague 10 qui permettent aux projets innovants numériques de s'inscrire dans ce concours. Il y a une démarche sur le plan du financement qui va permettre de mieux financer les petites structures des industries culturelles et créatives qu'on évoquait. On a 3 opérateurs en fait dans cette stratégie. La BPI que je viens d'indiquer, la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts. Gilles et Émeric qui étaient l'un présent dans la salle et l'autre sur scène tout à l'heure, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ces appels à projets. Et on a aussi un 3e opérateur qui s'appelle l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles, l'IFSIC, qui
a vu un fonds qu'il gère renforcé de 25 millions d'euros pour accompagner mieux les petites structures des industries culturelles et créatives dans leur transformation. Et donc on a lancé 4 appels à projets pour un montant total de 40 millions d'euros il y a quelques jours, 15 jours. Alors l'un qui concerne la billetterie, je ne vais peut-être pas détailler là puisqu'on va venir plus sur le sujet patrimonial. Celui qui est caché dans la transition numérique, voilà. Effectivement. Donc sur les questions de billetterie innovante. Il y en a un qui concerne les alternatives vertes. Donc ça rejoint un des points qui a été évoqué dans la table ronde, dont l'échéance est début décembre, le 3 décembre. J'indiquerai peut-être après les webinaires qui restent possibles pour ceux qui nous suivent s'ils veulent plus de détails sur chacun de ces dispositifs, puisque la Caisse a préparé des rendez-vous pour cela. Et donc 2 appels à projets, l'un sur l'expérience augmentée du spectacle vivant et l'autre sur la numérisation du patrimoine et de l'architecture, donc en lien direct avec les préoccupations du forum Eritech. Donc c'est un appel à projet qui est doté de 10 millions d'euros, qui a une date d'échéance pour sa première vague au 3 décembre. Mais qui aura une deuxième vague au premier semestre 2022 et une troisième vague au deuxième semestre 2022. Donc, en gros, en fonction du niveau de maturité des projets, on peut choisir sa séquence de dépôt des dossiers. Et quelle est la typologie de projet qui est, entre guillemets, éligible ? Alors, l'idée des projets, c'est d'abord de constater que l'usage du numérique qui renouvelle les modalités d'accès au patrimoine à distance, qu'en même temps, le numérique permet de créer des contenus inédits, qui devient aussi un outil essentiel pour la conservation et la gestion des collections dans les équipements patrimoniaux lorsqu'il y a des collections. Donc, l'idée, c'est de soutenir les professionnels dans leur mission de faire connaître le patrimoine, le faire découvrir, faire en sorte qu'il soit visité et accompagné, et puis enrichir l'expérience des visiteurs. C'est toujours ce sujet-là qui est au cœur de la démarche. Donc pour nous, les bénéficiaires, ça peut être aussi bien des startups, des entreprises du champ de la culture que des entreprises d'autres champs que de la culture, mais dont les solutions peuvent apporter une levée de blocage, on va dire, lever une barrière qui existe aujourd'hui sur le secteur. Ça peut être aussi les établissements publics, ça peut être des associations un peu structurées. Évidemment, ça peut être aussi en consortium, ce qui peut avoir du sens pour indiquer la maturité d'une solution. Les collectivités aussi peuvent effectivement se mettre dans ces consortiums. Alors, les établissements des collectivités, les collectivités stricto sensu aujourd'hui ne sont pas citées dans l'appel à projet, mais on est en train de regarder ce point pour préciser la doctrine dans la foire aux questions. C'est ça parce que souvent, effectivement, c'est de là que les projets viennent, même s'ils sont organisés ensuite autour de consortiums, associations locales, entreprises, etc. C'est souvent des élus locaux qui sont ceux qui finalement arrivent à consolider l'envie de faire quelque chose. Tout à fait. Sachant que là, ce qu'on cherche à identifier, c'est aussi des solutions, même si l'innovation n'est pas que de nature technologique, qu'elle peut être d'usage, de modèle économique, de gouvernance, d'organisation. On cherche quand même à identifier des solutions nouvelles qui règlent un problème et qui pourraient être dupliquées. Il y a cette dimension importante de duplicabilité, réplicabilité, diffusion. En gros, que les pépites qu'on arrive à identifier sur le territoire puissent infuser, irriguer. Il y a un peu cette démarche. Dans les types de projets possibles, donc ça pourrait être des projets en lien avec la numérisation d'archives, de documentation, des outils de gestion des collections, des fonds, qui permettent par exemple de typer l'état de conservation des œuvres. Ça pourrait être, évidemment on y pense beaucoup, l'amélioration de l'expérience visiteur sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, sur les visites immersives, permettant de toucher de nouveaux publics ou de mieux toucher les publics habituels. Il y a une réflexion sur l'interopérabilité, l'ouverture des bases de données, les référentiels partagés dans le patrimoine, qui est un élément important. Éventuellement, ce que l'intelligence artificielle pourrait aussi apporter à la démarche. Donc c'est très ouvert pour le coup.
Dans les précédents PIA, il y avait une obligation de structuration juridique assez forte, c'est-à-dire autour des sociétés de projet, oui. On demandait qu'il y ait un consortium public-privé, et le retour qui nous était fait, c'était que c'était quand même un peu une usine à gaz un peu complexe, hein, et que ça freinait un petit peu l'innovation. Donc, on n'a pas voulu remettre des conditions procédurales ou de gouvernance trop importantes. Ce qui compte, c'est la qualité du projet. Le porteur doit être capable d'apporter une solution nouvelle. Et il faut que ça permette ensuite de changer assez substantiellement. On saura créer le véhicule administratif et juridique pour porter ça. D'accord. Voilà, donc j'ai donné les deadlines, les critères. Il faut que le projet soit innovant, il faut qu'il soit structurant, donc ça ne peut pas juste être un cas d'école qui n'a aucune possibilité d'export ou de réplication. Et ce n'est pas du fonctionnement, on est vraiment dans l'innovation, et donc il faut qu'il y ait un caractère pérenne. On va quand même regarder le modèle économique. Par exemple, une techno brevetée, typiquement, des choses de... Pas forcément brevetée. Brevetable, on va dire. Oui, après, voilà, la question du moment où la proposition technologique ait une valeur ajoutée forte, quoi. Voilà, avec une capacité, encore une fois, de réplication, de généralisation et une création d'actifs, c'est-à-dire à la fin, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit créé et qui soit présent. Donc, ce que je peux indiquer, c'est qu'il y a une foire aux questions en fait sur le site de la Banque des Territoires et de la Caisse des Dépôts qui permet à l'ensemble des porteurs de projets ou de ceux qui le souhaitent de poser des questions sur la manière dont l'appel à projet est rédigé, sur nos attentes, ce qui permet à chacun d'avoir les réponses aux questions qui sont déjà posées et d'en poser d'autres si la question n'a pas déjà été posée. Je peux indiquer qu'il y aura un webinaire Aymeric en parler qui se tiendra la semaine prochaine, mercredi 13 octobre à 10 h. Et vous pouvez vous inscrire sur le site de la Caisse des Dépôts. Si vous avez déjà des questions précises, la lecture du cahier des charges qui est aussi en ligne. Pour que les gens puissent le trouver sur le web, c'est quel titre ce webinaire ? Alors, c'est consacré à l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture. Super. Peut-être qu'on pourra, via vous, donner les références exactes. Oui, on enverra le lien dans notre newsletter, tout à fait. Et donc, vous pouvez vous inscrire. Ce qui est intéressant aussi, si vous avez déjà des questions précises, pour qu'on puisse répondre mieux pendant, en les ayant préparées avant, si elles sont assez précises, vous pouvez les poser dans le questionnaire d'inscription au webinaire. Pour info, je précise qu'il y aura vendredi à 10 h, c'est donc cette semaine, après-demain, un webinaire sur l'appel à projet sur les alternatives vertes. On en parlait dans une table ronde. Lundi 11 à 15 h, le webinaire sur l'appel à projet sur le spectacle vivant. Et puis, le webinaire sur la billetterie, sur l'appel à manifestation d'intérêt sur la billetterie, est intervenu vendredi dernier, mais il est toujours disponible en replay. Donc, s'il y a des questions sur ce sujet, c'est accessible. Fabrice, le mot de la fin, puisqu'on a atteint la deadline de notre interview. Je le laisserai aux artistes, hein, parce que c'est quand même eux qui nous guident, c'est eux qui amènent un peu de beauté dans ce monde. J'ai 2 citations que je trouve très belles, qui sont, je trouve, assez éclairantes sur les enjeux de l'innovation, de la transformation. Il y en a une qui est très simple, qui est de Patrice Chéreau, qui dit « Je dis que l'avenir, c'est du désir, pas de la peur ». Et il y en a une autre qui est d'Ariane Nouchkine. Cette saison. Voilà. Il y en a une autre qui est d'Ariane Nouchkine et qui est très belle. Expérimentons nous-mêmes, expérimentons humblement, joyeusement et sans arrogance. Que l'échec soit notre professeur, pas notre censeur. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine. Vous y contribuez, tout le monde y contribue dans ces échanges. Je trouve que c'est un beau programme pour la suite de ces travaux patrimoniaux. Merci beaucoup. Et ce sont des investissements d'avenir, en effet. Merci.